bienvenue et merci d'assister à cette table ronde sur un sujet ô combien passionnant qui est le financement des Legal Tech. Donc si vous êtes là, j'imagine que si vous avez un intérêt dans le sujet, je l'espère en tout cas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui imaginent créer une start-up dans les technologies légales, Legal Tech? 1, 2, 3, 4, ça sera 5, 6, 7. C'est déjà pas mal, c'est bien. Le renouveau du droit est en marche. Donc, on peut se présenter rapidement si vous voulez. Ok. Du coup, René, tu peux commencer, tu peux présenter l'association. Bonjour, je m'appelle Renée de Coupou. Je suis la présidente de l'association Start in Assas, qui a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat au sein de l'université. On existe depuis 2014. On est l'une des associations cofondatrices de l'incubateur Assas Lab. On existe depuis 2014 et notre mission, c'est vraiment d'accompagner les porteurs de projets d'Assas à travers l'organisation d'événements. Donc on essaye de suivre le cycle de vie d'une start-up. On a commencé avec un événement sur l'idéation avec Maëva Tordo, la directrice de l'ESCP, de l'incubateur de l'ESCP. Et hier soir, on a fait un événement avec le cabinet d'avocats Bold sur la levée de fonds, justement. On essaye également de proposer du contenu pour vulgariser les notions clés de l'entrepreneuriat à nos étudiants sur nos réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou LinkedIn. Et on fait de la mise en relation avec des dirigeants d'entreprises, des C-level, des incubateurs, des accélérateurs, afin de les aider à accélérer leurs projets. Donc en quelques chiffres, on a plus de 2000 étudiants qui font partie de notre communauté. On a organisé plus de 50 événements. On a également, on détient le prix de l'innovation du barreau de Paris. Et on a d'autres événements qui arrivent, notamment une pitch night qu'on va organiser au Panthéon. Et donc, si vous êtes porteur de projet, que vous êtes encore étudiant ou alumni d'Assas, vous pouvez très bien soumettre votre dossier, vous le pitcherez devant des professionnels de l'écosystème. Merci. On se présente juste rapidos. Ok. Alors bonjour, je m'appelle Déborah Fournet, je suis avocate en droit commercial depuis 14 ans. J'ai réalisé en franchissant les portes tout à l'heure que ça faisait presque 20 ans que j'avais quitté Assas. Ça m'a fait un peu mal, mais bon, c'est comme ça. Voilà. Et je suis la cofondatrice d'une société qui s'appelle Iris et Thémis et qui est un site de diffusion d'offres de recrutement dans les cabinets d'avocats aujourd'hui et qui a vocation demain à devenir la plateforme de référence pour le recrutement dans les professions juridiques. Et je serais ravie de partager ma modeste expérience avec vous. Bonjour à tous, Julien O'Haraud, je suis avocat au barreau de Paris, fiscaliste, ancien cofondateur du cabinet Farewell Tax et fondateur de la société Swim, qui est la première plateforme de freelance d'avocats. L'objectif, c'est de vous fournir à vous, les nouvelles générations, un peu un nouveau mode d'exercice de la profession d'avocat. Au lieu d'être collaborateur, associé ou individuel, vous allez pouvoir enfin travailler depuis Bali tranquillement et avoir la vie rêvée du digital nomade, mais pour les avocats. Bonjour à tous, François Giraud, donc je suis aujourd'hui ici pour représenter le CNB, Conseil national des barreaux, donc c'est l'institution représentative de la profession d'avocat, des 76 000 avocats au niveau national. Plus précisément, je suis président de la commission prospective innovation et donc je remercie les organisateurs de nous avoir invités pour parler justement de la position exactement de l'institution sur ces projets-là, puisqu'on sait très bien qu'on s'inscrit dans un écosystème et là-dessus le soutien des institutions et des projets qui sont en cours sont importants. À titre personnel, donc, je suis avocat inscrit au barreau de Montpellier. Donc moi, ça fait pas 20 ans, je n'étais pas à Assas. Je suis passé par Bordeaux il y a une quinzaine d'années et je suis au sein du cabinet AGN Avocat, donc associé sur AGN Montpellier. Merci. Et donc pour ma part, Franz Vasseur, avocat au barreau de Paris, fondateur d'une société registre général qui permet de tenir des registres de sociétés dématérialisés. Je vous en dirai un peu plus tout à l'heure. Et là, j'interviens en tant que vice-président d'Avotech, qui est une association qui regroupe des avocats qui ont créé des Legal Tech. Et je vais vous la présenter en quelques mots. Ça a été fondé par toute une bande de pionniers, dont Matt Davy, Alexandra, enfin plusieurs autres, qui sont battus pour que nous, avocats, on puisse faire des startups. Rappelons-nous que normalement, on n'a pas le droit de faire ça. Et c'est grâce à l'article 111
qu'on a le droit, à titre d'une activité connexe, annexe, qu'on peut développer, dès lors qu'il y a un lien avec le droit, des solutions de technologie légale qu'on peut vendre, donc être dirigeant d'une société commerciale, ce qui a été une révolution. Et Avotech est vraiment né de cet article 111 et une activité aussi de lobbying pour le maintenir. Il faut savoir que, et c'est l'édition qu'on a avec le CNB et d'autres, là, le CNB a voté une résolution comme quoi la déontologie de l'avocat s'appliquait à la start-up, ce qui fait qu'on ne peut pas faire, par exemple, des emailing en masse, etc. Donc, il y a des discussions et donc on fait un peu de lobbying pour dire, voilà, il faut que les avocats aient les mêmes armes que leurs concurrents éditeurs quand il s'agit de commercialiser. Mais on est aussi là pour s'entraider au sein d'Avotech, se donner des tuyaux, les bons statuts, les bonnes aides. Et ça sert à ça. Donc là, il y a 61 avocats, 66 Legal Tech. C'est-à-dire qu'il y en a qui ont plusieurs Legal Tech. Il y a eu pas mal de distinctions des différents membres. Et donc voilà, on bosse beaucoup. C'est un travail acharné. Là, par exemple, on est en réunion de travail à Marseille parce qu'on fait notre assemblée générale à la Juriscup en septembre chaque année, parce qu'on préfère travailler en mer. Bon, donc là, on va aborder 4 points. Il y en aurait d'autres, hein, mais on a fait le financement par levée de fonds, financement public, financement participatif et financement par, j'ai mis institution ordinale, mais on va dire les institutions en général. Pour introduire le sujet, je rappelle ce qu'est le Legal Tech, mais si vous êtes là, vous le savez tous, c'est appliqué au droit des technologies numériques qui permettent d'automatiser des processus juridiques avec de l'IA, avec de la blockchain, avec le jeu des bases de données, etc. C'est des outils qui sont proposés aux avocats, mais aussi directement aux consommateurs. Donc, il faut veiller à ce qu'on ne se tire pas une balle dans le pied quand on fait des Legal Tech. Il faut aussi penser à la pérennité d'une profession. Pour introduire donc, j'ai pris l'exemple que je connais parce que c'est Regie Générale, c'est ma petite start-up, parce que le financement en 4 temps, il éclaire un peu les différentes phases qu'on a pu connaître. Le sujet, les registres, chaque société doit avoir un registre de procès-verbal. Jusqu'il n'y a pas longtemps, il était forcément en papier, avec des feuilles trouées par le greffe. Il fallait se battre avec des photocopieurs. C'était l'horreur, ce truc. Et il y a eu une innovation juridique de décret. 2018, on a autorisé les registres de titres, donc les actions des SAS. On peut les mettre en ligne s'il y a une blockchain derrière. Et 2019, on peut dématérialiser les registres des procès-verbaux. En partant de là, plusieurs Legal Tech se sont réunis pour créer Registre Général qui permet en gros de tenir les registres en ligne. C'est un gain de temps hallucinant. Moi, je m'en sers tous les jours. Et on a des clients comme Fidal, Unilever. Comment ça s'est fait? Première étape, parce que j'avais pas un copec, hein, on s'est réunis à plusieurs, dont Séraphin Légal. Alors Thomas n'est pas là, mais Erwin qui en fait partie. DeepBlock. Donc Séraphin Légal, c'est des développeurs. C'était à l'époque un studio Legal Tech. Maintenant, ils ont développé une solution de contract management qui est excellente. DeepBlock qui fait toute la partie blockchain, signature électronique avancée. Cryptown, c'est un peu le futur du droit des sociétés, c'est de relier une action de SAS avec un token de blockchain. Et EasyQuorum qui permet de tenir son assemblée générale en ligne. Ces 4-là avaient besoin, pour différentes raisons, d'avoir une solution de registre dématérialisé. On s'est donc regroupé dans une ESS, on est tous associés dedans, et on a bossé, et on a fait des factures à la société, mais ces factures n'étaient pas payées en argent, en cash, elles étaient payées en compte courant d'associés. OK ? Et après, le fondateur s'est engagé à faire une augmentation de capital réservée à ses associés prestataires avec un prix préférentiel. Et c'était la première augmentation de capital. Et donc tout le monde s'est relué. Donc c'était un financement original. C'est des prestataires qui travaillent, qui sont associés, parce que pour avoir un compte courant d'associé, il faut avoir au moins une action, et qui vont convertir ce compte courant en action. Donc on les fait, c'est une sorte de levée de fonds, mais via du travail. Deuxième levée de fonds, débat on en parlera plus, c'est l'augmentation de capital classique. Les Anglais disent « Friends and Family », parce qu'ils ont eu beaucoup de séries américaines. En gros, c'est votre écosystème amical, relationnel, qui émet des petits tickets, et vous arrivez à réunir 50, 100 000, 150 000 euros. Et ça correspond, première phase, c'était arriver à un prototype. Le deuxième financement, c'était le lancement public de la V1. Troisième financement, c'était la BPI. On a d'abord eu la subvention French Tech, 30 000 euros. Allez la chercher. Il
faut l'obtenir, mais ça se fait. Ensuite, on a eu un prêt à l'innovation, PIRD. Donc, il faut le rembourser, mais il y a une franchise qui est intéressante. Et enfin, on a eu un prêt de la région Sud. Et ça nous a permis de développer la V2 de la plateforme qui est actuellement en ligne. Et enfin, 4e temps, un financement institutionnel par Barreau Data System, que vous ne connaissez pas encore, mais que vous serez amené à connaître, qui est le véhicule de la conférence des bâtonniers. La conférence des bâtonniers, ça regroupe tous les barreaux de France, sauf Paris. OK ? Donc, c'est ce que les Parisiens appellent les avocats de province. Mais ils sont dans mon capital, et ils sont vachement bien. Je laisse compléter. Oui, alors moi juste une petite précision, on a sauté très vite dans le vif du sujet. Il y a quand même un point que je voudrais rappeler qui est essentiel, c'est qu'a priori, si vous avez le projet de faire une Legal Tech, vous avez le projet de faire une société. Et a priori, une société, c'est une entreprise qui a vocation à faire des bénéfices et à gagner de l'argent. Donc se faire financer et réfléchir au financement, c'est très bien, mais il ne faut pas perdre de vue que quand on part dans l'engrenage des financements, on peut partir dans un engrenage qui ne s'arrête jamais, de toujours créer soit de la dette, de créer de la dette, on va le dire comme ça, et de perdre de vue l'objectif qui, à un moment donné, est d'atteindre un certain seuil de rentabilité. Ça, on est dans une époque où on entend beaucoup parler de levée de fonds, de financement, de prêts, de subventions, de plein de choses. Attention, gardez en tête quand même qu'à un moment donné, il faut être rentable, il faut gagner de l'argent. Je vous dis ça parce que c'est un petit retour d'expérience. Nous, on a fait, alors je vais être très condensé, on a fait la levée de fonds augmentation de capital telle qu'on connaît, et on est allé chercher des financements publics, notamment la bourse French Tech de la BPI. Mais la chance qu'on a eue dans notre expérience, c'est qu'on a d'abord commencé par gagner de l'argent. Nous, on est allé chercher de l'argent auprès d'investisseurs et auprès des organismes publics, après avoir présenté... Alors, comme on est des femmes, c'était à la fois un avantage et un inconvénient, je ne sais pas, certains appellent ça le syndrome de la bonne élève. Il était absolument impossible pour nous d'aller convaincre des investisseurs si on n'avait pas un produit qui fonctionnait et qui était éprouvé et qui nous donnait la capacité de déjà faire de l'argent. Chacun a sa religion sur le sujet, mais je pense qu'il faut faire attention parce qu'il y a trop d'entreprises qui vivent pendant quelques mois ou quelques années sur des financements extérieurs et qui perdent cette rentabilité de vue. Donc nous, on a fait une levée de fonds. Tu as parfaitement raison de le dire, Franz, il ne faut pas négliger la montée en compétences techniques qu'il y a à faire. Quand vous créez une boîte, globalement, vous apprenez 1000 métiers par jour. Le marketing, vous ne connaissez pas. Alors, le juridique, nous, on connaît un peu, donc on a une avance par rapport à d'autres entrepreneurs, mais on apprend le marketing, on apprend la compta d'une façon différente de celle de nos cabinets d'avocats. On apprend plein de choses. Et on apprend notamment le corporate. Quand on n'est pas avocat corporate, on se rend compte que la levée de fonds, c'est plein de mécanismes qui sont possibles. Se posent des questions de auprès de qui je vais lever de l'argent, comment je vais lever, est-ce que les gens vont rentrer directement au capital, est-ce que je vais faire un véhicule spécial qui va permettre aux gens d'investir, comment je vais faire la distinction entre ceux qui viennent directement au capital et ceux qui vont aller dans mon véhicule, comment je cible ma population, parce que j'ai une activité qui doit me rapporter de l'argent, donc j'ai des efforts commerciaux pour aller convaincre mes clients, mais ensuite j'ai ma deuxième casquette de recherche d'investisseurs où je dois aller convaincre des personnes de me donner de l'argent. Nous, on s'est un peu facilité la vie, on est allé lever auprès d'avocats. On est allé lever auprès de ceux qui sont... Alors, faciliter la vie, peut-être pas d'ailleurs, je ne sais pas, parce que quand il s'agit de discuter la documentation corporate, on s'est rendu compte que c'était les pires, et en plus, on a pris des petits tickets, parce qu'on a fait une levée de fonds qu'on voulait, on nous a traité d'illuminés, mais c'est pas grave, communautaire. Et j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une trentaine d'avocats chez Iris et Thémis, qui sont mes clients, mes prospects, mes ambassadeurs, et aussi les meilleurs associés du monde. Et ça, c'est important. Quand on va chercher des investisseurs, pour moi, on ne va pas chercher que de l'argent. Moi, je suis allée chercher des gens avec qui je peux brainstormer. J'ai un groupe WhatsApp, j'ai des numéros de téléphone. Quand je me pose une question sur la façon dont vont réagir mes clients, j'en ai 30 sous la main avec qui je peux échanger et que je peux éprouver, si vous voulez, sur les choses. Donc voilà, ce que je veux vraiment, s'il y a un sujet, moi, un message que je voudrais porter, c'est ne pas perdre de vue que votre première source de financement, ça doit être votre clientèle, les clients, les gens qui achètent votre produit. Que vous mettiez un peu de temps à y arriver et que la construction du business plan, parce qu'il y a ça aussi dans une levée de fonds, tu en parlais, il y a la question de la valorisation de la société. Combien vaut ma société? Est-ce que c'est du doigt mouillé? Comment je dis? À combien je vais me diluer? Tout ça, c'est des questions auxquelles on n'est pas préparé avant de se lancer dans le phénomène de la levée de fonds. Et ça pose énormément de questions, mais ça challenge énormément sur le business. Nous, quand on a fait notre business plan, on a dû poser
combien je vends mon produit, à quel moment je vais être rentable, où je mets mon critère, est-ce que l'allocation de mes ressources, je la fais comme ci ou comme ça, à quel moment est-ce que j'ai une contrainte qui est celle de me payer. Enfin, moi, je vais vous le dire très clairement, quand on a fait Iris et Thémis, à la base, c'était censé rester notre bébé. Et puis, on a rapidement compris qu'on ne pourrait pas aller seul, on allait s'épuiser et on n'amènerait jamais la boîte là où on avait l'ambition de l'emmener. Donc, on s'est dit, il faut avoir la modestie de se dire qu'on ne peut pas le faire seul et on va le faire avec d'autres. Donc ça, c'est la partie assez classique des levées de fonds. Tu as peut-être autre chose à ajouter, Franz, sur l'expérience, mais c'est vraiment un marathon, la levée de fonds. C'est extrêmement énergivore. C'est passionnant, ça challenge sur le business, ça permet de mieux se connaître, de mieux se comprendre, mais c'est un temps qui est long et difficile. Non, c'est très bien d'avoir rappelé tout ça. Effectivement, si vous vous lancez, comme disait Déborah, est-ce qu'il y a des gens qui sont prêts à acheter votre produit? Et à combien? Et si vous n'avez pas identifié votre cible, n'y allez pas. N'y allez pas. C'est pas que de l'argent, c'est du temps, c'est de l'énergie. Il faut une cible et combien ils vont acheter. Une cible qui est prête à payer. Dans nos métiers d'avocat, on dit si on n'a pas de clients, c'est pas un métier, c'est un hobby. Dans l'entrepreneuriat, on apprend aussi qu'on ne crée pas le besoin. C'est-à-dire que vous pouvez avoir une idée géniale, vous pouvez penser que votre idée est extraordinaire. Tant qu'il n'y a pas quelqu'un qui vient mettre de l'argent sur la table pour l'acheter, ça reste une idée extraordinaire, mais encore une fois, c'est pas une société, c'est pas quelque chose qui vous fait gagner de l'argent. Et sauf à être un anti qui peut se permettre d'éprouver comme ça dans le temps énormément de projets, gardez en tête que toutes nos idées géniales qu'on peut avoir ne trouvent pas toute concrétisation et il faut garder ça en tête. Je pense que c'est important. L'autre sujet, je vais essayer de pas dépasser le temps qui m'a imparti. L'autre sujet pour lequel on m'a demandé aussi de venir, c'est de partager mon expérience sur les financements publics. Les financements publics, alors je ne peux pas vous faire le catalogue et je pense que je serais incapable de le faire de tout ce qui existe. Il y a des financements qui sont nationaux, il y a des financements régionaux, il y a plein de types de financements et la typologie de financement dépend de qui on est et de ce qu'on veut faire. Là encore, ça doit être le syndrome bon élève, mais nous, on a été à peu près regarder tout ce qui se faisait. Donc, selon qu'on veut embaucher ou pas embaucher, c'est pareil. Sur la levée de fonds, quand vous faites une levée de fonds, je reviens en arrière, si vous allez chercher des investisseurs qui veulent bénéficier d'un système qui s'appelle l'IRPME, un avantage fiscal, vous avez des obligations et notamment celle d'embaucher. Donc, n'allez pas convaincre des investisseurs en leur disant qu'ils auront un avantage fiscal si vous n'êtes pas capable d'anticiper et d'absorber les recrutements qui devront être faits pour maintenir le bénéfice pour vos investisseurs. Sinon, c'est déceptif. Et donc, sur les financements publics, il y a les financements de la région, les financements de l'État, il y a plein de choses qui existent. Et puis, il y a cette merveilleuse organisme qui est la BPI, qui a plein de bourses. Là encore, selon qu'on ait un produit tech ou pas, on n'a pas les mêmes subventions. La BPI fait des subventions et des prêts. La subvention, on vous donne de l'argent. Le prêt, on vous prête de l'argent que vous devez rembourser avec des franchises, avec plein de choses. La subvention, attention, tu parlais tout à l'heure, nous on a eu la bourse French Tech, je pense que vous aussi. Il y a bien 30 000 € de subvention, mais il faut adosser sur ces 30 000 € 15 000 € de fonds propres. C'est-à-dire que la BPI ne vous donne pas 30 000 €. La BPI, en termes de marketing, c'est très joli dit comme ça. La BPI vous finance un projet tech d'un montant de 45 000 € en vous donnant une enveloppe de 30 000 €. En vous faisant un premier versement de 21 000 € à l'ouverture du projet, sous réserve que vous ayez passé les différents stades et que votre projet soit validé. Et ensuite, vous avez 1 an, et vous avez 1 an et pas 1 an et 1 jour, pour justifier du paiement de factures à hauteur de 45 000 € sur l'enveloppe qui avait été prédéfinie avec les prestataires. Enfin, alors, ils sont souples sur les prestataires, mais en tout cas sur tous les items qui avaient été définis. Et quand vous justifiez de ces dépenses de 45 000 €, on vous donne les 9 000 € supplémentaires. Donc en fait, on ne vous donne pas 30 000 €, on vous fait une avance de trésorerie de 21 000 € et on vous donne un complément de 9 000 € sous réserve que vous soyez capable de prouver que dans un temps de 12 mois et pas plus, vous ayez, j'allais dire cramé, le terme n'est pas très joli par lidon, mais vous ayez dépensé 45 000 €. C'est pas tout à fait la même chose que de se dire qu'on a 30 000 € sur la table dont on fait ce qu'on veut. Et quand on parle de levée de fonds et quand on parle de financement public, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que dans les deux cas, on a des obligations de cohérence et on a des obligations de reporting. On souscrit l'obligation vis-à-vis d'investisseurs et la personne qui parle après moi expliquera pourquoi il y a d'autres méthodes qui permettent de moins rendre de compte. Mais en tout cas, quand on fait le pari de l'investissement, de faire investir des tiers, on doit rendre des comptes à ses associés. Et quand on va chercher de l'argent public, et en tant que contribuable, je trouve ça plutôt assez sain, on doit justifier de l'utilisation de l'argent public qu'on fait.
Attention aussi aux subventions et aux prêts de la BPI. Alors, je ne vais pas vous faire encore une fois le catalogue de tout ce qui existe. Hein. Une fois que vous avez mis le pied dans l'engrenage de la BPI, c'est pas mal parce que globalement, vous avez la bourse French Tech, après il y a InnovUp, enfin il y en a plein, et il y a ensuite les prêts. La BPI vient vous sécuriser sur des prêts que vous faites auprès d'établissements bancaires. Pour ceux qui ont suivi un peu l'actualité, il y a un salon qui s'appelle Go Entrepreneur qui a eu lieu hier, et je crois que, alors sauf si on lui a attribué des propos qui n'étaient pas à lui, mais je crois que monsieur Bruno Le Maire est intervenu pour nous dire que c'était la fin, que la période... Alors j'ai noté la citation parce que je ne voulais pas l'oublier, mais globalement le message qui a été envoyé, c'est « l'heure n'est plus aux subventions publiques ». Donc, je crois qu'on nous a annoncé que l'âge d'or était en train de s'éteindre un petit peu et que, enfin voilà, tout ça, et qu'il fallait faire attention et que la BPI serait peut-être plus aussi généreuse. Tout ça pour vous dire que, et je vais terminer comme j'ai commencé, n'oubliez pas que votre première source de financement, ça doit être la vente de votre produit ou de vos services et que tout le reste, c'est un élément de confort. Ça facilite la vie. Ça évite les insomnies trop longues, parce qu'il y en a, mais elles sont un peu moins longues, mais ça ne résout pas tous les problèmes et ça ne donne surtout pas la force commerciale qui n'existe pas sur un produit à la base. C'est pas vrai. Parfait, merci Déborah. Julien, à toi pour nous parler d'une méthode originale. Un petit peu différente, ouais. Juste avant de vous expliquer cette méthode originale de financement, j'aimerais quand même revenir sur un petit point, c'est pourquoi lever des fonds en fait. Parce qu'en fin de compte, créer une société, ça coûte 1 €. Avoir un site, ça coûte 2. Donc on peut se lancer. Vous êtes étudiant en droit. Vous allez probablement faire une carrière d'avocat. Quand on est avocat, il y a un truc qu'on n'a pas, à part le temps passé, la vie de famille, tout ça. C'est le chômage. Le chômage, il faut savoir, c'est quand même le premier financeur des startups. Je vous explique pourquoi. Quand vous quittez une entreprise, des salariés, vous allez pouvoir le chômage. Et le chômage, en fait, ça vous permet de vivre pendant 1 an ou 2. Ce qui vous permet, en fait, de vous concentrer sur un projet professionnel, d'accord, sans vous poser la question de l'argent. Donc, effectivement, même si votre projet ne fait pas d'argent, le chômage vous permet au moins de payer votre loyer, enfin, normalement. Donc, effectivement, la question du financement des startups est encore plus vraie dans le secteur des legal tech, où la plupart, ou en tout cas beaucoup de porteurs de projets de legal tech sont avocats. Et c'est le cas ici, chez nous. Nous continuons notre activité d'avocat à côté de l'entreprise. Et c'est pour ça, en fait, l'idée d'aller chercher des fonds, c'est aussi un moyen de financer l'activité, notre société, ou pourquoi pas, peut-être, nous payer un salaire et de pouvoir arrêter ou diminuer l'activité d'avocat pour se concentrer à plein sur un projet. Donc voilà, très rapidement. Maintenant, le royalties crowdfunding, c'est une autre solution de financement. Le contrat, pour vous dire comment ça marche, si vous voulez, c'est que vous avez ici, les investisseurs ont une créance sur votre entreprise. Ça passe par en fait une cession de revenus futurs. C'est-à-dire que les créanciers, enfin les investisseurs, vont participer au chiffre d'affaires que votre entreprise va réaliser. Donc en fait, ça nous permet de créer ici une alternative au financement. On a plusieurs avantages, je ne sais pas si c'est la slide juste d'après, il me semble. Alors le fondement juridique, effectivement, bon, ça, bon, on va y passer visiblement. Non. Alors, le fondement juridique, effectivement, c'est un contrat, c'est un fondement purement contractuel. L'AMF s'est saisi en fait de ce type de financement, notamment au cours de plusieurs scandales qu'il y a eu, notamment dans le financement d'immobilier. En fait, si vous voulez, il y avait des solutions où on pouvait financer l'immobilier en contrepartie, recevoir les loyers des financements qui ont été faits. Et donc, du coup, il y a plein de plateformes qui sont créées. Et donc, du coup, l'AMF s'est saisie un peu du problème et a créé un régime là-dessus, a encadré ce régime-là, encadré notamment surtout des plateformes qui font ce type de financement. Donc aujourd'hui, c'est considéré comme un titre de créance quand on passe par ce genre de plateforme. Alors, les avantages, très rapidement, je crois que c'est juste après le fonctionnement. Donc, je vous mets juste avant. Le fonctionnement, hop, voilà, on va aller aussi sur le fonctionnement. Donc, très simplement, l'investisseur va mettre 1 000 € par exemple dans votre société et vous allez lui rétrocéder une partie du chiffre d'affaires que vous avez généré pendant une période donnée jusqu'à obtenir un multiple d'investissement. Je vous prends l'exemple de Swim. Moi, Swim, j'ai effectivement dans ma société fait une levée de fonds sous forme de royalties crowdfunding. Le contrat était très simple. Et ben, je rétrocède 5% de mon chiffre d'affaires pendant une période de 5 ans et jusqu'à ce que l'investisseur obtienne 3 fois le montant investi.
c'est-à-dire du coup une rentabilité de 200%. Donc, c'est assez simple à comprendre. Je mets 1 000 €, on récupère 3 000 en 5 ans, au fur et à mesure du coup des remboursements de 5%. Alors les avantages de cette solution, c'est effectivement deux, vous savez bon où on se place. Pour le porteur de projet, c'est effectivement une solution de financement non dilutive. Donc effectivement, on ne va pas rentrer dans la discussion des primes d'émission, de l'apport en capital, de l'augmentation de capital, des droits d'actionnaire également. Donc c'est assez simple à mettre en place, dans le sens qu'il n'y a pas de documentation juridique à mettre en place, et c'est simple à comprendre, on n'est que sur un fondement contractuel. Donc ça permet à la fois aux porteurs de projet de maîtriser complètement la direction de son entreprise, et surtout c'est que ça permet d'avoir un financement qui soit compatible en fait avec le cycle économique. C'est-à-dire que si je ne fais pas de chiffre d'affaires, eh ben, j'aurai de recettes 5% de zéro. Donc je ne me mets pas en difficulté. Bon, le but c'est de faire 5% d'un plus gros montant. Je vois Déborah rigoler à côté de moi. Voilà. Pour la déclaration, la première déclaration c'est dans 2 jours justement. On verra comment on a fait. Donc ça du coup effectivement pour l'investisseur également, il n'y a pas de risque de dilution parce que vous savez quand on fait une augmentation de capital, la suivante on va en faire une deuxième, une troisième, et du coup le premier investisseur selon le montant, selon la valorisation suivante peut être dilué ou relué. Donc effectivement, l'investisseur en capital, lui, il est soumis au risque de dilution de l'entreprise. Primo. Secondo, l'investisseur en capital, pour qu'il récupère son argent à un moment donné, il faut bien que la société soit cédée. Hein, si j'ai investi dans l'entreprise, moi je récupère mon argent quand on va céder, quand je vais pouvoir vendre mes parts. Là, ici, c'est très différent dans l'investissement royalties parce qu'en fait, on a un investissement qui est liquide. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les trimestres, je reçois l'argent. Donc, je n'ai pas à attendre une cession de l'entreprise pour moi, investisseur, récupérer mon argent. Donc on a plusieurs intérêts qui nous permettent effectivement ici de considérer que c'est un système qui peut s'appliquer à la fois pour les startups, mais pas seulement. Alors pour la startup, effectivement, pour Swim en l'occurrence, ça a été un peu comme Déborah, la même idée ici de chercher son investissement. C'était l'idée de pouvoir créer une communauté en fait autour de mon produit. C'est-à-dire qu'ici, Swim, c'est une plateforme de freelance d'avocats, et donc du coup, 100% des clients de Swim sont des avocats. Il y a 2 types d'avocats, enfin 2 types d'utilisateurs. Il y a ceux qui cherchent à avoir des nouvelles missions, à exercer en tant que freelance, et il y a les cabinets d'avocats qui ont besoin d'avocats justement pour les aider. Donc moi, il me fallait effectivement me créer une communauté, et c'est ce qu'on a fait. Effectivement, on a aujourd'hui des avocats qui sont à la fois investisseurs dans Swim, qui sont du coup utilisateurs parce que soit ils cherchent des missions, soit ils sont débordés, ils veulent des avocats pour les aider. Et donc du coup, ils sont ambassadeurs. Parce qu'en fin de compte, ça crée un système de parrainage permanent. Parce qu'effectivement, quand il y a un de leurs confrères qui va sur la plateforme et qui prend l'abonnement, eh bien en fin de compte, il va récupérer 5% de l'abonnement qui a été souscrit. Donc très intéressant pour se créer une communauté, cette communauté-là qui effectivement nous guide et permet d'avancer Swim. Et comme Déborah, effectivement, j'ai aussi un groupe WhatsApp et que effectivement, oui, c'est très utile dès qu'on a une question de pouvoir dire bon bah écoutez, qu'est-ce que vous en pensez vous en tant que client, mais pas seulement. Mais également un dernier aspect, peut-être qu'on n'en parle pas assez souvent, mais surtout le financement des cabinets d'avocats. Et ça, c'est peut-être le point le plus utile de ce financement. Les cabinets d'avocats ont un problème de financement parce que la législation, en tout cas un problème de financement dilutif, parce que le capital des cabinets d'avocats ne peut être détenu que par des avocats ou d'autres professions libérales comme les notaires ou les experts comptables. Du coup, ce qui limite grandement le champ des personnes qui pourraient investir sous forme dilutive, sous forme d'augmentation de capital. Le prêt, c'est compliqué parce qu'effectivement les banques n'ont pas tendance à prêter facilement au cabinet et qu'en plus, de toute façon, comme on a dit, le prêt, le problème c'est qu'il faut le rembourser même si on ne fait pas de chiffre d'affaires. Donc ici, le financement en royalties permet au cabinet d'avocats de retrouver du financement, peu importe la qualité de l'investisseur, ça peut être effectivement un avocat, mais un tiers complètement, et donc du coup de pouvoir, surtout ce qui est très utile pour un avocat, de pouvoir lisser justement ce remboursement par rapport à ses rentrées d'argent. Parce que vous savez qu'en cabinet d'avocat, on connaît des pics d'activité. Et qui dit pic, dit baisse. Et donc du coup, en baisse, eh bien, on pourra reverser l'argent qui est à hauteur de mes rentrées d'argent. Donc ce qui peut être très utile, notamment pour les cabinets d'avocats, et surtout à l'heure, et je crois que c'est le sujet quand même de la journée, de la transformation et de l'IA,
un cabinet d'avocats, si aujourd'hui veut se donner les moyens de passer ce tournant technologique avec l'IA et se doter de vrais investissements, il faut qu'il puisse en faire. Et il faut trouver des financements pour pouvoir se doter de solutions qui s'associent à son cabinet et qui soient compatibles avec les exigences d'aujourd'hui. Voilà. Merci Julian. Je peux te poser une petite question Oui. Si au bout des 5 ans, j'ai mis 1 000 euros, j'espère avoir 3 000, mais si au bout de 5 ans, j'ai reçu que 500 euros, je pleure ou il y a autre chose? Alors, il y a 3 cas de figure au bout des 5 ans. Soit, effectivement, on a eu les 3 000 euros, le contrat s'est arrêté, super. Soit, j'ai eu plus que 1 000 euros, mais moins que les 3 000, le contrat s'arrête. Vous n'avez pas perdu d'argent, très bien. Et le cas de figure le plus désastreux, c'est qu'au bout des 5 ans, je n'ai pas récupéré ma mise. Et bien là, le contrat continue de manière indéfinie jusqu'à 2 termes. Soit que j'ai remboursé tes 1 000 euros, soit que j'ai déposé le bilan. C'est Voilà. clair. Merci beaucoup. Donc, on va passer maintenant la parole à François sur la partie financement et institutions. Ouais, merci Franz. Très content donc, voilà, de pouvoir représenter le CNB aujourd'hui. Alors c'est vrai que le cahier des charges que m'a demandé Franz et les organisateurs, c'était un peu de donner la position un petit peu des institutions là-dedans. Ce que vous voyez, ça c'est important. On voit qu'il y a des confrères, donc France fait partie à Avotech, mes confrères à côté, voilà, ils créent des projets et on sait qu'on est dans une profession réglementée qui est donc régie, on a voilà, des institutions et on a des règles à suivre. Juste pour très rapidement, au niveau des institutions, Franz l'a évoqué rapidement. Donc, vous avez le CNB, Conseil national des barreaux, que je représente aujourd'hui via la commission prospective innovation, qui représente les 76 000 avocats à travers la France. Vous avez le barreau de Paris, 34 000 avocats, qui est une institution également à part entière. Et la conférence des bâtonniers, on va dire les cabinets voilà, et les avocats de province. J'aime pas ce terme-là parce que je suis moi-même de province, on va dire de région. Mais en tous les cas, ces 3 organes-là représentent la profession au niveau national. Le CNB, là-dessus, essaye donc d'agir et ça fait déjà, on va dire, 2 mandatures qu'on réfléchit à ces problématiques du financement de l'innovation. Il y a eu les problématiques de l'article 11, je ne reviendrai pas dessus, mais en tout cas, il y a eu des décisions qui ont été prises. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un écosystème. La réflexion qu'il faut avoir, c'est de se dire comment répondre à un marché. Et je pense que les propos qui ont été préalables par mes confrères sont importants. C'est que, une entreprise, pour qu'elle marche, il faut faire du chiffre d'affaires. Pour qu'il y ait du chiffre d'affaires, il faut qu'il y ait des utilisateurs. Pour qu'il y ait des utilisateurs, il faut qu'il y ait un marché. Donc, par rapport à ça, 2 visions. Soit on se dit, mon marché, c'est exclusivement les avocats, je reste en silo et mes cibles, c'est que eux. Ou alors, j'ouvre. Déjà, c'est des premières problématiques qu'il va falloir se poser. Mais, disons-nous déjà, première chose. Deuxième chose, les professions. On est aujourd'hui dans une faculté de droit. Demain, vous êtes peut-être avocat, vous serez peut-être notaire. S'il y en a qui tournent mal, désolé, vous finirez expert comptable, c'est pas grave. Mais dans tous les cas, vous avez des professions réglementées comme ça qui irriguent l'écosystème. Ce qu'il faut, c'est que tous ces acteurs-là puissent travailler ensemble. La réalité, aujourd'hui, est la suivante. Les experts comptables ont un fonds d'investissement qui s'appelle Dracaris, qui a fait notamment des levées. Il y a eu quelques voilà, investissements. Comme n'importe quel investissement, vous allez mettre une mise sur 10 sociétés. Il y en a une qui va marcher, il y en a 9 qui vont tomber. C'est le problème de l'investissement, mais c'est un vrai risque. Les experts comptables ont donc un fonds. Les notaires ont également un fonds Adnexus. Et là-dessus, il y a 6 millions d'euros qui ont été mis sur la table. Et un des projets, là je relisais ça en attendant, eux, ils sont plus orientés sur le patrimonial. Et ce qui se passe, c'est que nous, au niveau de la profession d'avocat, on n'a pas de fonds d'investissement. Mais on a tout un écosystème qui est très actif. Premier niveau, on a les facultés. Donc ici, on est là aujourd'hui, vous avez des idées, peut-être demain vous voulez monter des projets, et donc vous n'êtes pas forcément encore dans la profession d'avocat, mais demain vous souhaitez l'être. Ok. Niveau 2, vous êtes avocat, vous avez des idées, il y a des incubateurs qui vont pouvoir aider, accompagner, sauf que les incubateurs, si vous êtes à Strasbourg, à Paris ou à Marseille, ça ne va pas être le même dynamisme, la même coordination. Et donc là, premier axe, éventuellement de coordination par rapport aux projets que vous allez pouvoir porter. Ensuite, et là, ça a commencé à être évoqué, donc vous avez d'autres strates d'investissement qui peuvent vous accompagner, vous aider, et vous allez avoir
possibilité de faire des effets de levier, ça vous a été expliqué avec la BPI. Vous avez la possibilité d'avoir des business angels qui vont vous mettre, et c'est un petit peu l'idée de créer des communautés avec des confrères qui sont quand même au fait de la situation, qui vont vous permettre de mettre un peu de cash dans la machine. Et au niveau au-dessus encore, vous avez les VC, les fonds d'investissement, où là, il y a forcément une logique de retour sur investissement. N'importe quelle logique d'investissement, que ce soit en bas, on va dire les incubateurs, business angels, c'est un risque. Je mets de l'argent, ça marche, tant mieux, ça ne marche pas, tant pis. À partir du moment où vous commencez à avoir des personnes à votre capital, des associés, des personnes qui ont mis de l'argent, et ça a été évoqué juste avant, je mets 1 000 euros, si je dois avoir 3 000 euros, je veux que sous 5 ans, j'ai mes 3 000 euros. Je veux un retour sur investissement. Plus vous montez en gamme par rapport à ça, et plus le retour sur investissement, si vous mettez 1 million sur la table, vous attendez d'avoir 5 peut-être au bout de quelques années. L'objectif, c'est de se dire pourquoi la profession d'avocat n'aurait pas son propre fonds d'investissement. C'est en réflexion. Alors, je ne vais pas vous dire qu'on a la solution aujourd'hui, ce serait faux. On y réfléchit, et on y réfléchit, on va dire, depuis 2 ans. Moi, j'ai pris mes fonctions il y a 3 mois, donc on est en train de continuer à travailler là-dessus. On est en réflexion notamment avec l'écosystème, avec Avotech, les incubateurs, pour coordonner tout ça, pour créer tout ça et faire en sorte, et pas plus tard que, c'était il y a 15 jours, j'étais avec un représentant de Bercy qui nous dit oui, mais la BPI va suivre, il faut créer. Alors, vu les derniers propos de Bruno Le Maire, on va peut-être, ils seront peut-être plus timorés dans les services, mais ce qui est sûr, c'est de se dire que oui, il faut que la profession d'avocat soit dans la partie de jeu. Par contre, et on en parlait juste avant, il ne faut pas que les avocats jouent en silo. Et c'est là où c'est important de se dire, le marché sur lequel on s'adresse, j'ai envie de dire, c'est que les avocats seront des utilisateurs d'une solution juridique. Mais derrière, il y a quoi ? Il y a les directions juridiques, il y a les entreprises, il y a les collectivités. Il n'y a pas que, on va dire, l'écosystème et les utilisateurs avocats qui peuvent être bénéficiaires de solutions fournies par des legal tech, mais il y a également tout l'écosystème, tous les juristes qui peuvent en avoir besoin. Et c'est dans cette perspective-là, en tout cas, que à la commission prospective innovation du CNB, on travaille aujourd'hui pour aller dans ce sens-là, en lien avec tous les acteurs de l'écosystème. Merci François, impeccable. Il nous reste 7 minutes pour prendre des questions qui vont être nombreuses dans la salle. Est-ce qu'il y en a ? Alors, là, c'est toujours la première personne qui prend ce risque insensé de poser une question, puis après il y en a 3, 4, 5. Et sinon, on peut conclure doucement. Tout est très clair pour vous ? Vous êtes prêts à faire votre legal tech, là ? Il y en a qui sont déjà entrepreneurs. Il y en a 7 qui ont levé la main pour dire qu'ils étaient prêts à se lancer sur une start-up. Et ils sont déjà parfaitement équipés. On pourrait évidemment en discuter après. En conclusion, donc vous avez vu les différents panels de financement. Mais comme ça a été rappelé par presque chacun des intervenants, ce qui compte, c'est est-ce qu'il y a un marché pour votre solution sur ce que vous imaginez ? Est-ce qu'il y a des gens qui vont être prêts à l'acheter et à combien ? Et donc effectivement, avant le financement et même pour avoir le financement, vous allez devoir passer par la case BP, qui n'est pas British Petroleum, mais qui est Business Plan. Et donc vous allez devoir faire travailler Excel, rentrer dans des logiques comptables pour arriver à voir si votre projet d'entreprise a une rentabilité, au moins à terme, soit tout de suite si vous arrivez à faire du chiffre d'affaires dès le début. Mais on peut faire du chiffre d'ailleurs sans être rentable. Hein. Enfin, nous aujourd'hui on fait du chiffre, c'est pas pour ça qu'on est rentable. Enfin, il y a 2 notions différentes, celle de faire du chiffre et d'éprouver le produit et celle d'être rentable, c'en est une autre. Mais après, voilà, je pense qu'il ne faut pas se laisser tourner la tête. C'est important parce que quand on fait cet exercice avec la levée aussi de valorisation de la société, nous, on a fait une valo pré-monnaie, une valo post-monnaie, c'est ce dont tu parlais. Donc, avant la levée et après, c'est sûr que quand vous avez 80, 90% ou même 50% d'une boîte dont on vous dit la valo se compte en millions d'euros, faut garder les pieds sur terre, de dire que tout ça, c'est virtuel, en fait. Vous n'avez rien. Enfin, tant que vos titres sont pas... Moi, j'ai 40% d'une boîte qui est valorisée en millions d'euros, mais n'empêche que j'ai 0. Enfin, je veux dire, ça me fait pas faire un prêt à la banque, ça me paye pas mon crédit pour mon appart, ça me fait rien du tout. Donc, il faut aussi avoir cette maturité, et je me permets de le dire sans aucune condescendance, mais parce que vous êtes jeune et au début de votre vie, attention à pas se faire tourner la tête sur ces questions financières, sur des choses qu'on voit à la télé, sur tout ça, et surtout qu'on est sur des marchés de niche, et que, à part avoir un produit qui
parle au justiciable dans son ensemble, et enfin je veux dire quelque chose qui parle au justiciable dans l'ensemble des matières du droit, il n'y en a pas beaucoup, d'accord ? On reste sur quelque chose qui est extrêmement niché, qui s'adresse à peu de monde, qui est hyper technique, et moi je le vois avec la BPI, pour les convaincre de nous donner de l'argent, notre chance absolue a été que notre système est appuyé sur un produit tech vraiment puissant, qui fonctionnent bien, et on les a attrapés sur la tech, mais on les a embarqués dans notre projet sur la tech, on les a pas embarqués sur résoudre le problème des avocats qui est celui du recrutement. Parce que quand on leur dit qu'on parle de 70 000 personnes et qu'on prend les chiffres, ils nous regardent en disant mais je veux dire, vous êtes qui et pardon, mais j'ai autre chose à faire. En revanche, quand on leur a parlé de l'innovation, de faire le lien entre cette problématique prégnante des avocats, la qualité de vie au travail qui était un vrai sujet dans les feux de la rampe, Libération qui avait fait les unes qu'elle avait faites, nous on parlait de qualité de vie au travail et derrière on mettait un produit tech, là ça les a intéressés. Donc voilà, je veux pas vous brûler, vous empêcher de rêver parce qu'il faut rêver, mais il faut aussi garder un peu les pieds sur terre. Et moi, si je peux juste me permettre de rajouter un petit point, alors sur la valo, surtout en start-up, ne faut pas s'imaginer quelque chose de très compliqué. Hein. Vous faites votre BP, comme on dit à France, il vous faut 100 000 euros pour développer votre logiciel, le commercialiser. Bon, si vous levez des fonds et vous dites moi je veux bien lever des fonds, par contre je ne veux pas donner plus de 10% de mon capital, votre boîte elle vaut 1 million. C'est très simple à lever de fonds. Il ne faut pas s'imaginer quelque chose de plus compliqué. C'est combien je suis prêt à lâcher de mon capital pour X euros levés. Et après, plus tard, en série, ce qu'on appelle les séries A, B, C, D, là, effectivement, il y a des valos un peu plus, on réfléchit un peu plus à valo. Mais la première levée de fonds, c'est celle-là. C'est pour combien de capital je suis prêt à laisser pour me financer. Je suis d'accord. Par contre, si tu n'as jamais fait de chiffre d'affaires, c'est beaucoup plus compliqué d'aller vendre ta valo. Non, mais on en revient toujours à ça, en fait. Après, oui, qu'on parle de 100 000, 150, 300... Tu peux moins te défendre, c'est clair. Voilà, mais en fait, c'est pour ça qu'effectivement, on fait ce qu'on appelle après un roadshow, d'accord ? C'est-à-dire, vous allez voir plusieurs investisseurs, on va dire, est-ce que pour 100 000 euros, je peux te laisser 10% ? On va dire, non, je ne vais pas prendre 10, moi je vais prendre 15, je vais prendre 20, je vais prendre 30. Et donc, du coup, vous allez prendre celui qui vous prend le moins de capital pour la même somme. Et en fait, vous avez votre valo comme ça. Pour je schématise. Rebondir sur ce que disait François, pourquoi c'est important qu'il y ait des véhicules d'investissement de nos institutions et en particulier avocats. On pourrait se dire, c'est pas grave, on laisse faire les éditeurs juridiques, l'étranger, enfin voilà, ça serait pas un problème. Et en fait, c'en est un, parce que ce qu'on développe, c'est quand même des outils pour les juristes au sens large, dans des cabinets d'expertise comptable, chez les notaires, et pour des avocats. Et notre serment, notre déontologie fait que les outils qu'on utilise, s'ils sont faits par l'écosystème avocat, ils vont être au moins imprégnés, empreints de cette déontologie. Donc c'est pour ça qu'on est plusieurs à appeler vraiment de nos voeux la création de ce véhicule, d'un véhicule qui pourrait être multiforme, avec plusieurs participations dedans de différentes institutions publiques et privées d'ailleurs, pour qu'il y ait ce guichet qui permette à des jeunes entrepreneurs de l'avocature ou de l'écosystème des avocats de dire voilà, j'ai tel projet, j'ai cette idée, et on pourrait d'ailleurs, on en parlait, d'établir une première brique commune, c'est comment évaluer un projet. Vous en êtes où ? Vous êtes juste à l'idée ? Vous êtes au prototype ? Quel est votre degré de maturité ? Et ça, on pourrait partager ces critères-là. Quel est le besoin de financement ? Comment il s'étale ? En fonction de votre, a priori, système de revenus. Donc voilà, j'espère qu'un jour, et dans pas longtemps, peut-être cette année, on verra les premiers véhicules de financement institutionnel pour notre profession et nos outils. Juste pour compléter, très rapidement, il faut voir un truc, c'est que je ne l'ai pas évoqué, on l'a évoqué très rapidement, les incubateurs ou même le CNB ont, on va dire, des aides, on va dire, à la création. Par exemple, moi je pense au CNB, il y a le concours projet innovant pour les jeunes confrères qui ont une idée, c'est un ticket de 5 000 €. Mais Juliane l'a dit à l'instant, pour développer un logiciel, vous avez besoin de 50, 100, 150.
c'est pas avec 5 000 € que vous allez aller très loin. Et vous allez aller ailleurs, que ce soit à Paris ou autre, ça va être des tickets au maximum de 10, 20, 30. Donc c'est pour ça, comme disait France, c'est important d'avoir que les institutions aient des vrais leviers d'investissement, mais sérieux, des tickets de 100, 200 000 €, 300 000 €. On sait que du coup, la conférence des bâtonniers a notamment un véhicule là-dessus et tu as pu en bénéficier, ça c'est une bonne chose. Mais il faut en fait permettre d'avoir ces institutions-là qui répondent présentes au rendez-vous. On y travaille et je pense que là-dessus, en tout cas, pas plus tard que demain, je vais voir Jérôme. Je suis sûr qu'on pourra avancer très facilement. Super. Merci de vos interventions. Merci de votre attention, cher public. Bonne journée et bon travail.